Précieux hommes de valeur, précieuses femmes de valeur, bonjour et bienvenue sur le plateau de talk show de leadership excellence pour femmes par femme. Ceux qui ne sont pas familiers au leadership excellence pour femmes par femme, juste un petit résumé, c'est une ONG qui est basée ici à Dallas, au Texas, et vous pouvez aller sur certaines de nos vidéos pour voir un peu ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur le plateau une compatriote à moi, une femme que j'appelle en fait une trailblazer. Trailblazer dans le sens où elle n'a pas peur d'être différente, elle n'a pas peur d'essayer d'être innovatrice, elle n'a pas peur de se démarquer. Et elle et moi, je pense qu'on s'est connus il y a juste 2-3 mois. En accord avec une autre consoeur à nous. Nous avons tenu un Summer Summit pour les jeunes. C'était une formation de 2 jours en ligne pour les jeunes en Afrique. Et j'ai été vraiment impressionnée par le parcours de notre invitée du jour. Et j'ai tenu vraiment à ce qu'elle vienne sur le plateau pour partager qui elle est, ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle trouve vraiment toute cette emotional intelligence. Cette intelligence vraiment à pouvoir utiliser une situation qui semble être défavorable pour pouvoir vraiment tourner cela en positivité. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre invité du jour de se présenter. Bonjour, Madame Sow Ina Dikel Cissé. Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour l'opportunité que vous m'offrez à venir parler de mon parcours sur votre plateforme. Ceci dénote l'intérêt que vous accordez à nous les jeunes femmes entrepreneurs. Je remercie également l'assistance qui n'a ménagé aucun effort, ni le temps, ni l'effort pour venir nous écouter. Merci pour votre soutien. Sans aucune forme de transition, nous allons passer à l'étape de la présentation. Je me nomme Madame Sow Ina Dikel Cissé. Je suis titulaire d'un MBA, coach en nutrition. Je suis également consultante en restauration. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Dois-je dire Madame Sow ou Madame Cissé? Madame Sow. Sow, Cissé, c'est mon nom de famille. Sow, c'est le nom de mon mari. OK. Donc, merci beaucoup, Madame Sow. Vous êtes toute belle et j'adore le décor derrière vous. Je suis sûre qu'on va y venir. Justement, merci beaucoup. En parlant de décor, je vois des photos de cuisine. Parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce que ces photos signifient? D'où vous vient cette passion pour la nourriture, pour la cuisine? Bon, ma passion pour la cuisine, c'est comme un héritage chez nous dans la famille. Pour les gens qui me connaissent bien, mon père, autant bien que ma mère, sont d'excellents cuisiniers. Et sans en bague, je peux vous affirmer ici que j'ai été bercée dans la cuisine, on va dire. Vous venez de dire quelque chose vraiment d'intéressant. Quand vous avez mentionné votre papa qui est versé dans la cuisine, cela n'est pas très courant en Afrique, surtout d'où vous et moi venez, du Mali, l'Afrique de l'Est. C'est vraiment formidable que vous mentionnez cela parce que je me rappelle il y a quelques semaines, juste une petite anecdote avant qu'on continue, où j'avais posté des photos de mon petit garçon. J'ai vu la vidéo. Et à l'époque, il n'avait que 2 ans. Et j'ai posté des photos de lui en train de faire la cuisine, une autre vidéo où vraiment je l'amenais en fait, pratiquement je le forçais en fait à nettoyer ses jouets. Et parce que la veille, il m'avait joué un coup où il avait dispersé tous ses jouets dans le salon. Et à 19h, monsieur, il dort. Voilà. Donc, demain, il a voulu me faire le même coup. Et je lui ai dit, ah non, non, non. Aujourd'hui, tu vas nettoyer tes jouets ou bien tu vas. Et puis demain, je vais prendre tous les jouets et je vais tout donner. Et quand j'ai mis la vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai eu des confrères à moi qui ont voulu vraiment me saquer.
le genre, oh, mais il faut pas détourner la mentalité du petit et tout, c'est sûr, c'est là. I'm like, whatever. Nous sommes au XXIe siècle et je pense sincèrement que nous, les femmes, nous, les mamans qui sont bénies d'avoir des petits garçons, c'est vraiment notre devoir de pouvoir les éduquer de façon formelle, bien entendu, mais aussi de leur apprendre en fait les b.a.-ba pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Tout à fait. Pouvoir s'en sortir de la vie. Donc, je suis vraiment heureuse d'entendre que cette passion de la cuisine vous vient un peu quelque part de papa. Donc, au nom de toutes les femmes, je tiens à dire merci à votre papa pour Il sera content d'entendre ça. Il est un excellent chef. Maintenant, parlez-nous un peu de vos services que vous offrez. Alors, comme vous le savez, j'ai récemment créé mon entreprise bio spécialisée pour le moment dans le commerce en ligne. À côté de la vente d'épices, j'interviens également dans le domaine du service traiteur, notamment les mariages, anniversaires, baptêmes, aussi du coaching pour aider les personnes qui sont en surpoids pour maigrir à travers un personnalisé, un programme personnalisé, je dirais. Donc, à tous les Apuju, contactez-moi. Aussi de l'organisation de masterclass de cuisine, y compris l'élaboration des plans d'affaires, de l'élaboration gratuite de recettes personnalisées avec achat d'assaisonnement Kosafi, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes, certains qui ne cuisinent pas, surtout aux États-Unis ici, quand ils achètent les épices, ils savent pas quoi en faire. Parce que généralement, sur les épices, c'est écrit ceci, c'est pour le épices poulet, épices viande, épices poisson, épices légumes. La façon dont moi je vois la création d'un assaisonnement, c'est qu'on peut l'utiliser dans à peu près tout parce que les palais sont différents, les goûts sont différents. Donc, à chaque fois que tu as un assaisonnement, en le créant, en fait, je l'utilise dans tout. Je l'utilise dans le légume, dans la viande, dans le poulet. Donc, j'essaye, en fait, de guider les gens vers peut-être une ligne, ok, disons, vous pouvez utiliser ceci dans le poisson, mais en fait, mes assaisonnements sont généraux, on va dire. Donc, ça peut s'utiliser dans tout. Et beaucoup de personnes qui me demandent, donnez-moi des recettes, donnez-moi des recettes. C'est pour ça que je l'ai inclus dans les services. Mais quand quelqu'un achète une boîte de Kosafi, les recettes sont gratuites, en fait. Wow. Donc, chaque fois que vous achetez une épice, même si une personne achète une seule fois et que la personne revient et me demande des recettes, gladly, c'est avec plaisir que je le donne parce que je pense que bien sûr, c'est un business que je fais, mais c'est un plaisir pour moi de savoir que les gens utilisent ces assaisonnements dans divers plats et on me montre souvent des photos et ça me fait chaud au cœur. Donc, voilà. Et aussi, de la mise à disposition de mon expertise aux restaurants qui sont en difficulté, en faisant une évaluation, un diagnostic clair en vue de proposer un plan de relance. J'ai eu à aider beaucoup de personnes qui ont eu des business beaucoup plus dans la restauration que d'autres, mais ça s'applique en général dans les business, quels que soient les business. Donc, généralement, on a un business, on a un restaurant, on commence et puis après, boum, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, c'est là où j'interviens. Je fais le diagnostic, je regarde c'est quoi le problème. C'est un problème de marketing ou c'est un problème de location, ou c'est un problème de communication ou c'est un problème de menu. Le menu n'est pas trop bien. Donc, j'interviens dans ce cadre-là.
J'essaie de redresser, de faire une analyse du problème et après d'adresser le problème et d'aider la personne, faire un suivi avec la personne et de voir pas à pas l'évolution de leur entreprise. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé dans la restauration pendant un certain temps et ce qui me donne l'avantage de faire ceci. Wow, je vois vraiment que vous êtes une femme à plusieurs chapeaux. Vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment attiré mon attention. Vous avez parlé du commerce en ligne parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, spécialement avec nous, le monde entier qui a vécu en fait le corona et le shutdown, le confinement qui est venu avec et tout. Ça a vraiment fait les organisations à rethink, à se restructurer, à repenser comment est-ce qu'ils vont gérer l'opération journalier. Et vous avez parlé de commerce en ligne. Est-ce que vous pouvez un peu détailler cela? Parce que faites-vous cela uniquement aux États-Unis pour l'instant où vous êtes basé ou bien vous avez des commandes à travers le monde dans d'autres pays? J'ai commencé, parce que je suis basée à Houston, au Texas. Et pour le moment, on va pas dire pour le moment, mais j'ai commencé la vente en ligne. Je n'ai pas de location pour le moment. Je fais uniquement la vente en ligne. Donc, j'ai commencé principalement à Houston et ainsi dans tous les États des États-Unis. Et petit à petit, j'ai des amis qui me demandaient, mais nous et alors, nous au Canada, nous en France, nous ici, nous aussi. Donc, j'ai dit, OK, je vais voir comment je peux vous faire parvenir les épices là où vous êtes. Donc, là, nous envoyons les épices dans tous les États des États-Unis, au Canada, en France et partout ailleurs, je pourrais dire par la poste, OK? Mais parce que le coût est un peu élevé et certaines fois, quand tu prends une bouteille, on va dire la bouteille de Kosafi te coûte $12 et s'il faut que tu payes $30 ou 40 € pour le transport, c'est pas trop intéressant. Donc, je suis en train de voir comment est-ce que je peux expédier mes produits à moindre coût partout dans le monde. Donc, on verra. Je suis en train de travailler sur ça. Donc, j'espère que cela sera résolu le plus tôt possible. Je l'espère aussi, sincèrement. Vous pouvez un peu nous montrer de vos produits, par exemple, la bouteille que vous venez de nous montrer. Voilà. Ça, c'est la marinade. OK. Quelles sont les variétés que vous avez? Pardon? Quelles sont les variétés d'épices que vous avez? Nous avons 6 variétés. Donc, il y a la marinade, il y a la provinciale. Bon, en fait, j'ai créé les noms moi-même, donc c'est pas. J'ai essayé d'être un petit peu, comment on va dire, je sais pas. Le français me fuit un petit peu là. Non, il n'y a pas de problème. J'essaie. Vas-y, allez-y. Vas-y. Non, allez-y. Donc, en fait, il y a la marinade, il y a 6 sauces. En fait, il y a 6 parfums, on va dire. 6 parfums d'assaisonnement pour le moment. Et j'ai d'autres assaisonnements, d'autres parfums qui sont en cours de production. Mais le problème que j'ai, c'est les fournisseurs pour certaines épices qui sont vraiment difficiles à avoir. Parce que les condiments qui sont dedans sont pas typiques. C'est pas seulement du sel et du poivre. Donc, et dans beaucoup de mes mélanges, j'ai pas de sel. Je suis consciente des gens qui ont. Là, je dis vraiment chapeau, hein, parce que. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de tension artérielle. Donc, je les ai au fond de
de mon esprit, en fait, en faisant les épices. Donc, voilà, ceci, par exemple, la marinade n'a pas de sel. C'est salt free. Il y a, on va dire, il y a du marjoram, peppercorn, basil, sage, parsley, onion, rosemary, paprika, basil. Donc, mais chaque mélange m'a pris au moins 6 mois pour le créer. Wow. Parce que c'est vraiment difficile. En fait, c'est difficile de créer une épice, hein, honnêtement. Parce que quand vous prenez, c'est pas seulement, comme je l'ai dit, mettre du sel, du poivre, de l'ail, mais il faut mélanger, il faut essayer, remélanger, réessayer. Et mon mari, qui était mon cobaye, il pourra vous en parler plus. Mais ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour créer seulement un mélange. Donc, à ceux qui ont déjà acheté et qui rachètent encore, je les remercie vraiment. Et ceux qui n'ont pas encore essayé, je vous encourage à vraiment aller sur le site Kosafi en commander. Mais pour le moment, j'ai beaucoup d'épices qui sont sold out. Donc, il faut que je suis sur le point d'en refaire. J'attends juste le shipment de certains de mes produits pour commencer la production. Donc, voilà. Wow, c'est formidable, Madame So. Vous venez de dire tellement de choses et j'ai été vraiment contente quand vous avez mentionné quelques aspects du service commercial. Parce qu'en fait, le grand problème avec la plupart de nos business africains, il faut vraiment que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous manquons de cette touche personnalisée du service clientèle. Et vous venez de dire quelque chose, le fait que vous avez un mind, quand vous êtes en train de faire vos épices, vous avez en mind les personnes qui ont le diabète, plutôt les personnes qui ont la tension artérielle. Pour moi, c'est formidable parce que je suis le genre, par exemple, je ne mange pas les mâchis, les cubes mâchis et tout. Le sel aussi, c'est vraiment, vraiment à la pincée. Hein. Et ça fait que la plupart du temps, vous et moi, nous sommes aux États-Unis, un pays où quand tu vas dans les grocery stores, la section des épices, ça te tourne la tête parce qu'il y en a tellement. Le problème, c'est quoi? Quand tu prends, par exemple, 20 épices, le nombre qui te donne vraiment la qualité, c'est-à-dire pas tous ces conservatifs et autres qui ont des effets secondaires sur la santé, m'amène la plupart du temps à ne même pas vouloir en acheter. Je suis beaucoup plus prône en fait à chercher à acheter les feuilles naturelles et je peux faire ça moi-même. Effectivement, c'est plus de travail, surtout pour nous autres qui sommes professionnels et tout, mais trouver vraiment une compatriote, une businesswoman qui pense à tous ces problèmes que nous avons, les femmes professionnelles qui n'ont pas vraiment le temps, et de pouvoir nous offrir quelque chose qui non seulement est de qualité, mais aussi qui tient compte en fait de nos exigences nutritionnelles en termes de pas de sel, pas de magie. Pour moi, ça, c'est vraiment formidable. Et ça, pas de sel, pas de magie, pas de MSG, pas de produits parce que les épices naturelles ont tendance à se coaguler. Par exemple, si vous regardez celui-là, ça se coagule un petit peu. Bon, maintenant, les industries ont tendance à mettre des produits anticoagulants dans les boîtes d'épices, même si on vous dit que c'est bio. Il y a toujours, vous allez voir toujours quelque chose que vous n'aimez pas dedans. Et c'est principalement la raison pour laquelle que j'ai créé ma marque d'assaisonnement. Parce que vraiment, j'en avais marre de voir que, OK, c'est bio, c'est bien beau de voir que c'est bio, mais vous regardez les ingrédients, il y a des mots même que vous pouvez même pas prononcer parce que la qualité n'est pas là. Donc, ça, vous pouvez mettre dans tout, vous pouvez donner à vos enfants. C'est-à-dire que ce qui est écrit, c'est ce qui est dedans. Yeah. Donc, il n'y a pas d'autre, il
il n'y a pas de truc caché, en fait. Tout est écrit. Et c'est 100% bio et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, surtout que j'ai un fils. Et je me dis que la santé est primordiale et donc, voilà. Wow, it's amazing. It's amazing parce que nous avons tellement d'affinités. Des fois, je regarde mon petit garçon de 4 ans et je me dis qu'il a plus de chance parce que, bon, nous, à son âge et tout, on mangeait plein de sucreries. On a grandi avec la friture, le sel et tout ça. Mais maintenant qu'on est en train de prendre de l'âge, nous faisons plus attention. Donc, ça fait que voilà un qui, comme le vôtre, qui est né avec, dans le cadre d'une maman maintenant qui fait beaucoup plus attention à ce qu'elle mange. Et donc, déjà à 4 ans, il y a beaucoup de restrictions sur le sucre, la nourriture. Il n'est pratiquement pas habitué en fait, au sel. Ça fait que même quand on va lui commander son McDonald's, lui-même, il est derrière, hein, mais il s'assure, oh maman, il faut dire à la dame, hein, pas de sel hein, dans fries. Donc, je trouve vraiment que c'est merveilleux parce que nous sommes en train de leur en fait, laisser un héritage de santé que peut-être aujourd'hui, ils ne valuent pas, mais demain, ils verront vraiment sur leur santé. Donc, vraiment, merci de penser à cela. Nous allons continuer. COSAFI. Qu'est-ce que c'est que COSAFI et pourquoi ce nom de COSAFI pour votre business d'épices? Donc, COSAFI, ça veut dire un peu épices ou assaisonnement. OK. Donc, parce que mes grands-parents des deux côtés sont, mes grands-mères des deux côtés maternels et paternels sont Peul. Et c'est un peu comme leur rendre hommage. Et aussi, j'ai marié un Peul. Donc, je voulais avoir un nom original. Donc, c'est pour ça COSAFI, j'ai créé le nom COSAFI. Beautiful, beautiful. De MBA à la consultation et coaching sur la restauration, à direct COSAFI, en passant par la nutrition, votre parcours n'est pas très commun, Madame Sow. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Bon, pour la petite histoire, je suis venue aux États-Unis pour faire les études d'anglais. Puis, par la suite, j'ai décidé d'approfondir ma connaissance en continuant mes études dans d'autres branches, notamment en business management. Au passage, il faut noter que ma passion pour la cuisine ne m'a jamais quittée. Parce que même étant étudiante, j'ai travaillé dans la restauration en tant que catering manager. Cette expérience aussi a accentué mon amour pour l'art culinaire. Après l'obtention de mon bachelor, j'ai démissionné de mon poste de catering manager. J'ai également pu convaincre mon époux d'en faire autant. Avec nos économies, on a ouvert un food truck. En fait, food truck, c'est une cuisine ambulante. J'avoue que cette expérience n'a pas été trop concluante. Nous avons été confrontés à d'énormes difficultés liées notamment aux facteurs climatiques et environnementaux. Donc, au bout de quelques mois, nous avons décidé de vendre le food truck et puis de retourner travailler. Donc, après cette mauvaise expérience, j'ai alors décidé de retourner à l'école pour faire mon MBA. Au passage, sans vous couper, ce business de food truck, c'était toujours à Dallas ou bien dans un autre? Non, à Maryland. OK. J'ai tenu à poser la question parce que ici à Dallas, nous sommes presque en Afrique. Hein. Il fait extrêmement chaud. Par contre, quand vous avez parlé des conditions climatiques, je tenais vraiment à parler de ça. Oui. C'était à Maryland. Yeah. C'était à Maryland. C'était à Maryland parce que, bon, là-bas, il neige, il y a le summer, bon, il y a les 4 saisons, on va dire. C'est pas comme ici. Le climat est plus favorable ici pour les food trucks à Maryland. Donc,
Donc, au bout de quelques mois, nous avons décidé de vendre le food truck. Après cette mauvaise expérience, comme je le disais, j'ai décidé de retourner à l'école pour faire mon MBA. Et durant mes études, je vous informe que j'ai même été babysitter. Donc, les repas que je préparais pour les enfants, que je gardais, étaient appétissants. Ils adoraient, en raffolaient. Les parents m'ont tout de suite demandé si je pouvais en faire pour eux aussi. Donc, après avoir savouré plusieurs de mes mets, ma patronne décida elle décida de me donner le marché de son cabinet d'avocat. Donc, ceci était une grande opportunité pour moi, je peux vous assurer. Donc, ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresses bien garni, car de bouche à oreille, je me retrouvais souvent à faire des dîners privés. Et j'ai continué cette aventure jusqu'à ce que je finisse mon MBA. Et juste après, je suis tombée enceinte, donc j'ai dû surseoir à mes activités. Mais après mon accouchement, j'ai renoncé à toute activité car mon enfant était né prématurément. J'ai alors décidé de me consacrer à lui, et, mais tout en planifiant mes projets futurs. Donc, 2 ans après, mon mari a eu une promotion sur Houston, Texas, et c'est comme ça que nous sommes venus ici, en fait. Donc, nous avons dû déménager. C'était un vrai parcours de combattant. On a déménagé. Ça s'est fait en temps rapide, hein, parce qu'il a eu la promotion, on devait déménager immédiatement. On a dû revendre notre maison qu'on avait nouvellement achetée et reprendre tout à zéro. Donc, une fois installée au Texas, j'ai dû chercher de nouvelles opportunités d'affaires. Je pense que j'y suis arrivée, et que voilà que Kosafi est né, on va dire, en 2020. Wow. Wow, quel très beau parcours, très beau parcours. Vous êtes vraiment une inspiration. Ça m'a plu, vous savez, quand vous avez parlé du fait que, bien vrai que vous étiez à l'université pour votre MBA, vous aviez un petit boulot à côté. Et je tiens vraiment à parler aux jeunes, à la jeune génération, pour qu'ils comprennent que rien ne va être donné comme ça sur un plateau d'argent. Madame So aurait pu se dire, bon, écoute, je suis mariée, je m'en vais faire juste le MBA. Mais ça ne l'a pas empêché de chercher un petit boulot à côté. Et pendant ce petit boulot-là, elle a utilisé le talent qu'elle a pour, en fait, donner un service plus. Parce qu'en fait, elle n'était pas obligée de faire ces goûters appétissants pour ces enfants-là. C'est là que je vais en venir. C'est vraiment la leçon, une des leçons que je veux que les viewers d'aujourd'hui, les précieux hommes et les précieuses femmes puissent tirer de ce talk show d'aujourd'hui, de l'expérience de Madame So. Lorsque tu es dans une situation, essaie toujours de donner un peu plus de toi-même. Go above and beyond. Parce que vraiment, c'est une mentalité que nous, les Africains, nous n'avons pas. Et beaucoup de ceux qui immigrent, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, ce côté-là nous manque. C'est-à-dire, on ne cherche pas à s'étirer. On ne cherche pas à sortir de notre comfort zone. Et c'est toujours, en fait, la même chose. Et ça va nous amener nulle part. Madame Soul a dit, elle n'a pas eu besoin d'aller chercher la clientèle. Du fait qu'elle était en train de faire le babysitting, elle a fait quelque chose d'un peu plus, qui était de faire des petits goûters à les enfants. Et bien entendu, ça a attiré l'attention des parents qui, eux, à vouloir en avoir. Elle aurait pu se dire, mais non, je ne suis pas payée pour ça et ceci, cela.
Essayons surtout, nous les Africains, c'est vraiment un des objectifs du leadership excellence pour femmes et par femme, c'est vraiment d'amener un changement de mentalité, un shift dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser. Surtout pour nous qui sommes immigrés, il faut vraiment que nous apprenions à nous adapter à la culture du pays où nous sommes. Les États-Unis, c'est vraiment une terre de promesses, mais you got to go for it. Tu dois être un battant. Tu dois être le gars qui va toujours chercher à se dépasser. Tu dois être le gars qui doit pouvoir accepter de sortir de son comfort zone. Donc, je suis vraiment contente que vous avez parlé de ça. Nous allons continuer la discussion. Parlons un peu maintenant de votre famille, parce que je sais que la plupart d'entre nous, lorsque nous venons ici, surtout pour certains d'entre nous, c'est les parents qui ont financé les études et tout. Dans mon cas, moi, cela n'a pas été le cas. J'ai dû me démerder toute seule. Mais je sais qu'il y a beaucoup, quand la famille t'envoie, ils ont des expectations. Comment est-ce qu'ils ont pris votre décision? Mais pour la part, mes parents n'ont pas payé pour mes études. Donc, je n'avais pas de compte à leur rendre par rapport à cela. Mon père m'a payé quelques mois de cours d'anglais. Mais parce que le contrat que j'avais eu avec mon père, c'était de venir faire l'anglais et de retourner. Je pense que s'il il écoute cette vidéo, il va peut-être me mettre ma tête sur le plateau, mais bon. Donc, on était convenu que je vienne pour faire l'anglais et que je retourne. Mais quand je suis venue, j'ai décidé que je voulais plus retourner. Donc, mon père nous a éduqués de façon débrouille-toi. Ne compte sur personne. Tu te débrouilles tout seul ou toute seule. Et bien vrai que moi, j'ai les moyens. Il me disait ça depuis avant que je vienne aux États-Unis ici. Hein. Il disait ça à tous ses enfants. Il disait, il faut que vous appreniez à vous débrouiller vous seul. Yeah. Et je me suis, donc, ça a été un petit peu il y a eu un petit peu de tiraillement parce que moi, je voulais pas retourner. Mon père voulait que je retourne parce que je pense qu'il avait beaucoup de projets pour moi au Mali. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose, comme on dit. Mais j'ai décidé de rester ici et continuer mes études. Donc, après les cours d'anglais, avant que je rencontre mon mari, j'ai commencé mes cours pour le bachelor. Et je faisais 3 boulots. Je partais à l'école le matin. De l'école, je partais à mon premier boulot. De premier boulot, je partais au deuxième boulot. Et le troisième boulot, c'était les week-ends, vendredi et samedi. Et ça, c'était dans une boîte. Et en fait, avant que les gens fumaient dans les boîtes ici, mais maintenant, c'est interdit. Donc, j'avais un petit panier où il y avait les cigarettes, il y avait les bonbons, il y avait toute la panoplie, quoi. Les briquets qu'on sort. Et j'étais dans, bon, on va dire, c'est pas dans les toilettes de Bamako là-bas, hein. C'est les toilettes. C'est pas comme les toilettes de Bamako là-bas, vous comprenez? C'est bien arrangé. Mais bon, donc je m'arrêtais dans un coin de toilette des femmes et je payais la personne qui hostait la fête parce que il y avait des gens qui louaient la boîte pour faire leur fête. Et ils se partageaient avec les promoteurs. Donc, le promoteur, lui, cherchait des gens pour essayer de gérer les toilettes. Et moi,
par de bouche à oreille, oh, tu veux travailler, tu veux travailler. Oh, bien sûr, je disais jamais non. Donc, j'ai dit, bien sûr, c'est une opportunité pour moi. Moi, j'ai toujours besoin d'argent. Je paye mes études, je fais ceci, je fais cela. Donc, j'ai saisi l'opportunité. J'avais mon petit panier dans les toilettes. Tu sors des toilettes, je te mets le savon sur la main, tu te laves les mains, je te donne le torchon, tu essuies. Et puis après, tu prends un bonbon ou un chewing-gum ou quelque cigarette comme tu veux. Et puis, tu me donnes pour boire. Donc, il y a beaucoup de gens que tu vois qui sortent, qui viennent et puis te demandent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, mais je suis étudiante et puis je cherche à faire mon gagne-pain parce que je dois payer mes études. Ils me disaient, oh, wow, je vous encourage. Et puis, il y a des gens directement, des fois, on me donnait $20 pour boire, $40 pour boire, $100 pour boire. Comme ça, parce qu'ils disaient, on veut vous encourager. Et les gens qui venaient dans cette boîte-là, c'était des habitués. Ils étaient là chaque vendredi, chaque samedi. Donc, c'était les mêmes gens qui me donnaient, redonnaient. Ils disaient, ne laisse pas l'école, ne quitte pas, ne ressaisis-toi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. En fait, c'était comme, j'avais un soutien et avec des personnes que je connaissais pas, mais c'était bien quand même. Donc, j'ai fait cela pour payer mes études. Et donc, on va fast forward. Quand j'ai eu mon MBA, après que j'ai pas voulu chercher un emploi concret, bon, ça suscite à beaucoup de polémiques et de tensions au sein de la famille et de l'entourage, on va dire. Mais bon, en choisissant d'être son propre patron, il faut accepter les critiques, les suggestions et souvent faire sourde oreille. Parce que clairement, la clé du succès, c'est la persévérance. Donc, ne pas avoir peur, avoir un but. Et puis, voilà. Je pense que les polémiques entre pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, il faut faire la sourde oreille des fois. Quand tu as une conviction et que tu sais que ça peut marcher pour toi, vas-y, fonce dessus. Donc, en fait, c'est ça mon motto. That's my motto. Beautiful. En fait, c'est la vision. C'est la vision. Vous êtes une femme de vision et je le dis tout le temps. Lorsque tu as une grande destinée, que tu as des visions formidables, les gens ne vont pas te comprendre au début. Mais tu peux stay focus. C'est à toi de rester focalisé parce que tu sais ce que tu as au-dedans de toi. Et au fur et à mesure du temps, lorsque maintenant la vision va commencer à se mettre en place, les mêmes personnes qui parlaient, qui donnaient des conseils qui ne sont même pas demandés ou qui décourageaient, seront les mêmes personnes qui vont s'aligner. Donc, moi, je suis vraiment fière de vous et que vous avez pu rester sur votre décision et que vous avez persévéré. Si on devait parler de leçons à tirer, quelles sont les leçons à tirer de votre premier business de restauration? Honnêtement, le premier business n'a pas été comme on l'aurait voulu, mais ça a permis de boussole. Ça nous a permis de voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça me sert de blueprint, on va dire, qui me guide même aujourd'hui, hein. Et je me sers de cette leçon d'échec. Je dirais pas échec parce que ça a été une leçon qui a coûté, bien sûr, parce que c'était ouvrir un food truck, c'est pas simple. Mais ça m'a donné quel est le mot que je veux choisir ici? Ça m'a permis d'être plus confiante en moi par rapport aux décisions que je prenais. Et je me dis toujours, s'il n'y avait pas eu cet échec-là, je ne pense pas que j'aurais été à ce point ici avec Kosafi. Yeah. Ouais, donc
c'est pas un échec, ça a été plutôt une boussole qui est en train de me guider pour aller de l'avant dans mes business futurs. Wow, formidable. Si c'était à refaire, le feriez-vous différemment? Oui. Dans quel sens? Si c'était à refaire, j'aurais attendu d'avoir l'expertise que j'ai aujourd'hui. Et mon approche serait totalement différente. Notamment par rapport à la location du food truck, par rapport au marketing du food truck, par rapport le customer service, c'était quelque chose que j'avais dans la poche. Yeah. Ça, c'était pas un problème. Mais par rapport à la location, c'était pas une très bonne location. Le marketing n'a pas été fait comme il se devait. J'ai pas utilisé tous les atouts de l'Internet, de Facebook, de Instagram et tout consorts. Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment, totalement. Et si j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui, je pense que j'aurais été au top. Mais néanmoins, une chose que je tiens à mentionner, oui, vous n'auriez pas l'expertise que vous avez aujourd'hui, mais n'oublions pas l'expérience que vous avez eue. Oh, tout à fait. Voilà, parce que c'est aussi ça, hein, c'est ça que je vais aussi attirer l'attention des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui pensent à rentrer dans l'entrepreneuriat. L'expérience ne se paye pas. L'expérience ne peut pas se contourner. L'expérience ne peut pas s'éviter. Ça doit se vivre. Que ce soit en bon ou en mauvais. Et maintenant, on en tire les leçons. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle lesson learned. Je travaille dans la gestion des projets. Lorsque nous initions un projet, nous le développons, nous l'implémentons, il y a aussi la partie du monitoring, c'est-à-dire revoir un peu comment est-ce que le projet se porte et évaluer cela aussi. Mais à la fin, il y a aussi les leçons learned, c'est-à-dire qu'est-ce que tu tirais de ça. Donc, moi, je dis que tout ce que vous avez vécu, hein, l'expérience et tout, ça tombe à point. Pour moi, ça tombe à point parce que ça vous a aguerri et vous avez dit vous-même, ça vous a donné vraiment une leçon et ça vous a aussi permis de pouvoir avoir plus confiance en vous-même. Maintenant, en 2019, le monde entier s'est réveillé à l'horreur de la COVID-19. Bien entendu, non seulement a fait des millions de victimes physiquement, je vais dire par là des millions de morts, mais aussi a amené une récession mondiale où beaucoup de business ont dû mettre la clé sous les paillassons parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Quelle stratégie de business avez-vous utilisée pour vous en sortir? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que COSAFI a démarré en 2020 et nous savons que la COVID a commencé en 2019. Si je me trompe pas, ça fait tellement… Fin 2019. Voilà, fin 2019. Donc, vous étiez en plein, en fait, dans la récession quand vous avez décidé de commencer votre business. Ce qui va un peu à l'encontre des stratégies de business parce que lorsque la récession, lorsque le marché des investissements est en train de plummeter, en train de dégringoler, ce n'est pas le moment de commencer un nouveau business. Mais vous êtes à contre-courant. Expliquez-nous ça un peu. Le COVID-19, ça a vraiment affecté mon business, absolument. Parce que, comme vous l'avez dit, COSAFI a été créé au tout début de la pandémie. Et malheureusement, pour moi, ça a coïncidé avec le confinement. Yeah. Donc, toutes les stratégies mises en place pour promouvoir les épices ont dû être en stand-by. Donc, c'était difficile. Hein? Vous disiez que c'était difficile et là, justement, comment est-ce que vous avez pu tenir? Parce que
vous continuez à exister jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, parlez-nous un peu de ça. Je vais en fait vous tirer le mot de la bouche aujourd'hui. Ceux qui nous suivent, je tiens simplement à dire que quand Madame So et moi et Madame Diakité, nous avons fait le Summer Summit il y a quelques mois. Pendant sa présentation, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment titillé l'oreille. And I was like, wow, je vais vraiment fouiller un peu dans ça. Donc, vous avez partagé pendant votre session de formation quelque chose qui est vraiment, vraiment primordial. Est-ce que vous pouvez le partager avec nos téléspectateurs ce matin? Bien sûr. Donc, on va dire, pour m'en sortir pendant la pandémie et puis pour promouvoir mon business, donc j'ai eu à conduire Uber. Donc, Uber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui t'utilise comme chauffeur, mais tu utilises ta propre voiture. Mais je tiens à préciser, Madame So, que ils t'utilisent, mais techniquement, en fait, tu travailles à ton compte. La voiture est toi, tu travailles quand tu veux. Ce n'est pas qu'ils te donnent un emploi du temps, tu travailles quand tu veux. Et quand maintenant tu as la clientèle, eux, ils enlèvent leur pourcentage et maintenant, ils te donnent un montant. Donc, en fait, comme si tu travailles en fait, à ton propre compte, en fait. Tout à fait, donc, tout à fait. Je tiens à préciser ça parce que, en général, quand on dit taxi, Uber, le système de Uber et de Lyft est différent. Voilà. Tout à fait. Allez-y. Comme vous l'avez dit, par exemple, c'est une application toute simple. Et tu downloads l'application et puis le client te choisit, bon, pas on va dire choisir, mais le client appelle pour un taxi. Donc, c'est à toi de choisir oui ou tu choisis non. Tu acceptes l'invitation ou tu n'acceptes pas. Donc, si tu acceptes, on te donne l'adresse où tu dois aller prendre le client. Tu vas prendre le client, il rentre dans ta voiture et puis tu l'amènes à sa destination. Et je pense que c'est 25% pour eux et le reste, c'est pour toi. Donc, c'est pas comme si tu conduisais gratuitement. Au moins, pour beaucoup, c'est un gagne-pain. Hein. Pour beaucoup qui font ça full-time, c'est un gagne-pain. Mais moi, j'ai utilisé ça comme stratégie de marketing parce que on pouvait plus aller dans les bureaux pour aller déposer les prospectus ou bien c'est prospectus. Prospectus et business card, les flyers et on pouvait plus aller, tout était fermé. Donc, il fallait vraiment que j'utilise quelque chose pour aller faire mon marketing. Donc, en réfléchissant à la stratégie de promotion de mes épices pendant le confinement, c'est pour ça que j'ai immédiatement pensé à la conduite Uber. Après la première vague de confinement qui a duré 3 mois, le gouvernement de Texas, lui, il a allégé les restrictions et du confinement. Ceci a permis à beaucoup de petits business de réouvrir. Et c'est là que j'ai essayé d'être stratégique pendant mes heures de conduite quand j'ai commencé à conduire Uber. Parce que je ciblais les clients qui côtoyaient les restaurants, les écoles, les épiceries, partout là où tu entends bouffe, nourriture. Donc, mon but, c'était vraiment de faire connaître Cosafi à mes passagers. Donc, alors, je vous explique la stratégie. Donc, dans un premier temps, après avoir récupéré le client, je me présentais. Voilà, mon nom, c'est Dickel. Bon, bien vrai qu'ils le savent déjà avant de venir. Ils savent mon nom et je connais leur nom, mais je me représentais encore. Voilà, mon nom, c'est Dickel. Et puis, avec les échanges, je prenais toujours soin de demander
s'il préparait quotidiennement ou occasionnellement. Et ensuite, j'enchaînais avec la présentation des épices Kosafi. J'avais toujours un petit panier à côté pour ceux qui étaient prêts à acheter, hein, parce que j'ai une application dans mon téléphone avec Square qui te permet d'utiliser ta carte de crédit automatiquement. Donc, j'étais vraiment préparée. Hein. C'était comme un marché ambulant que j'opérais. J'ai mes épices à côté, je les clients derrière, je fais mon marketing avec bon, tout le monde avait le masque, donc le sourire, comme on dit là, moi, mon atout, c'est mes dents. Donc, là, ça marchait pas. Personne ne pouvait me voir. Il y avait le masque, donc il fallait que j'utilise une autre stratégie. Donc, pardon. Donc, et pour ceux qui n'étaient pas prêts à l'achat, honnêtement, au moins, je savais que j'avais ancré Kosafi dans leur subconscient. Et même si, parce qu'il y a beaucoup de gens vont prendre ils sont busy, ils n'ont pas le temps. Ils vont prendre ta carte de business et puis ils vont jeter à la poubelle. Ça, c'est pas le plus important. Mais moi, je me disais que si tu prends ma carte, même si tu le lis une fois, Kosafi, ça va rester dans son subconscient. Donc, le jour où tu vas voir Kosafi dans le marché, où tu vas voir la publicité de Kosafi, tu vas dire, ah, cette dame-là, je suis rentrée dans son taxi. Attends, il faut que je parte acheter ces épices. Donc, c'était ça, en fait, mon but, de pouvoir toucher le plus de personnes possible et de présenter mes épices aux passagers le plus nombreux que je puisse avoir pendant ma conduite. Et c'était, voilà. Mais j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Et j'avoue que si c'est à refaire, je le ferai comme ça. Hein. Et avec ce système de marketing que j'ai utilisé, ça m'a permis d'avoir beaucoup de clients, je vous dirais. Et il y a des personnes qui me disaient, non, moi, je prépare pas, je mange tout le temps au restaurant. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais vous avez avec vous une tante, une grand-mère, une cousine, une maman qui prépare. Elle dit, ah oui, ma grand-mère prépare. Ou bien ma mère prépare. Oh non, c'est pas moi qui prépare, c'est mon mari qui prépare. Je suis d'accord. Et des fois, je faisais des petits échantillons dans des petits sachets et avec le nom de l'épice et consorts, je dis, OK, prenez ça et puis goûtez. Et puis, si vous aimez, ben, vous pouvez aller sur le site. Donc, je leur donnais le business card et puis, il y a des gens qui me contactent jusqu'à présent et qui font leurs commandes. Donc, ça a été une réussite, je pourrais dire. Wow. Bravo, vraiment. Chapeau à vous. Là, je suis un peu curieuse. Je suis sûre que nos précieux hommes de valeur et nos précieuses femmes de valeur sont aussi curieux que moi. Comment est-ce que vous avez été ingénieuse justement de connecter la conduite de Uber à votre business d'épices bio fait maison? Honnêtement, c'était parce que il fallait que je réfléchisse à une stratégie. Tout est fermé. Yeah. Tout est fermé. Je viens de créer mes épices. Maintenant, les épices sont là parce que à ce moment, j'avais déjà envoyé les échantillons à plus de 200 personnes. J'ai fait les échantillons. J'ai regardé mon carnet d'adresses et j'ai envoyé les échantillons aux personnes. Il y a certains, je sais qu'ils ne vont jamais commander, mais en fait, j'ai tout de même envoyé les échantillons. À peu près 200 échantillons que j'ai envoyés aux gens. Maintenant, il faut un retour. Mais qu'est-ce que je peux faire si tout est fermé? Il fallait que je me suis assise et puis j'ai essayé de voir quelles sont les stratégies que je puisse implémenter pour vraiment faire la promotion de mon produit. Et c'est là que j'ai pensé à Uber. Et quand je dis ça à mon mari, il m'a dit, OK, si tu penses que ça peut booster ton business, pourquoi pas? Tu peux le faire. Donc, j'ai automatiquement appliqué pour la licence pour faire Uber et ça a pris un petit peu de temps, mais dès que j'ai reçu le OK pour conduire, je suis partie et j'ai commencé. Et je me rappelle mon premier client qui me disait, ah,
You having a good day today? Il me disait, avez-vous une bonne journée aujourd'hui? J'ai dit, vous savez, vous êtes mon premier client. Il me disait, oh, wow, premier client de la journée ou premier client? J'ai dit, non, premier client ever de Uber, parce que je n'ai jamais conduit Uber. Et il était tellement content qu'il soit mon premier client de Uber. Et puis, je lui ai présenté les épices un petit peu. Et je lui ai dit que parce que je ne peux pas aller déposer mes prospectus dans les bureaux. Donc, ceci est ma stratégie pour venir aux clients directement. Il me dit, wow, good idea. Et puis, il a acheté une bouteille. Et puis, il me disait, oh, donc, je vous encourage. Sur le champ, il dit, je veux vous encourager. Je pense qu'il était, le monsieur, il était du Maroc. Il me dit, il parlait français. Il me dit, waouh, vous conduisez en tant que femme, votre mari vous laisse conduire. Je dis, ben, bien sûr, mon mari n'a pas de problème. Il est avec moi dans ce projet. Il dit, waouh, je vous dis, pour une femme musulmane, vous êtes musulmane? Je dis oui. Pour une femme musulmane qui conduit le taxi et votre mari vous laisse venir conduire, eh bien, bravo. En tout cas, moi, je veux vous supporter. Donc, il a acheté une bouteille et puis ça m'a fait plaisir. Donc, il a pris mes informations et il commande toujours en ligne de temps en temps. Donc, ça fait chaud au cœur. Mais justement, parce que c'était ma prochaine question. En tant que femme, n'avez-vous pas eu peur de conduire, de tomber en fait sur de mauvaises personnes? Je pose la question parce que moi-même, j'ai eu à faire Uber. Quand mon mari et moi, on a quitté Washington, D.C. pour déménager au Texas, le Texas, c'est bien beau, mais au départ, c'est très, très difficile ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment en fait, très riche, des pétroliers, mais c'est comme s'ils ont structuré le système de telle sorte que quand tu viens d'arriver, les portes sont fermées. Même si tu es diplômé et tout, tu as l'expérience. There is something. Et je ne suis pas la seule parce que j'ai parlé avec beaucoup d'autres personnes qui ont les grands diplômes, certains même qui ont des doctorats et tout. Lorsqu'ils arrivent ici, les deux premières années sont très, très difficiles pour s'insérer. Et même pour un travail à la hauteur de ton expérience, de ton éducation. Donc, la même chose m'est arrivée. On est venu ici et j'avoue que c'était très difficile. Au point où mon mari était reparti en fait à Maryland pour travailler. Et un jour, je me suis dit, écoute, je vais essayer cette histoire d'Uber. Parce que là, je suis assise à la maison et tout. Il faut que l'argent rentre. Ouais. Et donc, j'ai pris ma voiture comme vous, j'ai appliqué et tout. Et quand j'ai eu la licence, je suis allée le faire. Mais je vous avoue que je n'ai pas duré une semaine. Hein. D'abord, j'ai en fait un petit problème d'arthrose. Donc, le fait de conduire et de ne pas connaître la location, les routes de Texas sont très grandes. Donc, en fait, ça stresse. Ils ont les grands échangeurs et tout. Donc, ça me stressait. Et de deux, la clientèle. Moi, je n'ai fait ça que pendant la journée. Mais déjà, en l'espace de 3 jours, I was like, ça, c'est pas pour moi. Donc, il y a 2 mois, quand vous avez parlé de ça et que vous avez partagé votre expérience, I was like, wow, vous êtes vraiment plus brave que moi parce que le genre à quit, c'est-à-dire à abandonner, mais Uber, I was like, parce que là, en fin de journée, mes pieds me faisaient mal à cause de la conduite et surtout le stress de la conduite. Donc là, je vous pose la question. En tant que femme, n'avez-vous pas eu peur de tomber en fait sur de mauvaises personnes? Ah bon, je suis parfaitement consciente des risques en tant que femme. Ceci dit, j'ai jamais eu peur. Sur ça, je remercie le Tout-Puissant pour la protection qu'il me donne. C'est vrai que la conduite en tant que femme n'est pas facile. Mais bon, j'étais vraiment laser focus sur mon objectif. Donc, la peur ne m'est pas venue à l'esprit disant, oh, est-ce que je n'ai ni eu peur, ni eu de doute par rapport à ce que je faisais. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller de l'avant. Wow. Vraiment, félicitations. Je vous tire le chapeau. Donc,
Justement, en parlant de Uber, si je comprends bien, vous avez utilisé en fait un autre business pour booster en fait votre business principal, qui est Pi. Mais justement, en faisant cela, parce que ça, c'est une stratégie de marketing qui est vraiment ingénieux, qui est vraiment hors du commun, utiliser un business secondaire pour pouvoir booster le business principal. Mais en faisant cela, effectivement, il y a des risques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, la conduite de Uber, je l'ai fait aussi. Il y a des frais qui sont liés en fait à ce business-là, notamment votre temps, le gaz, la réparation de la voiture, l'assurance. Si vous faites le calcul, quel a été le retour en investissement de la conduite Uber sur votre épices bio fait maison, Kosafi? Si je prends l'impact que ça a eu en tant en coût financier, je peux dire que j'ai plus investi dedans. Je n'ai pas eu le retour en investissement, mais je l'ai eu d'une autre manière avec mes clients. Okay. Parce que, comme on dit, comment on appelle ça? Être entrepreneur et il n'y a pas le retour à investissement n'est pas immédiat. Yeah. Donc, mais je pense que la conduite Uber a été un succès parce que j'ai réussi. Moi, je pense, je ne regarde pas en termes d'argent, mais en termes de ce que j'ai pu accomplir. Yeah. Parce que si je regarde en termes financiers, je n'ai pas eu mon retour à investissement. Ceci dit, si je regarde en termes de qu'est-ce que j'ai pu entreprendre, donc le fait de distribuer, de vendre mes produits, d'introduire mes épices dans la maison des gens, le fait de pouvoir distribuer mes cartes de business, les flyers et tout, le fait de parler aux clients de mon business, je pense que c'est de ce côté que moi je regarde. Et si je regarde de ce côté-là, je pense que j'ai été successful. Mais si je regarde du côté financier, je pourrais dire que ce n'est pas un retour à l'investissement dont tu peux souhaiter immédiatement parce que pour créer Kosafi, on a dû investir beaucoup d'argent dedans, du début à la fin. Et vraiment, donc, je ne me base pas sur le terme coût financier, mais plutôt ce que j'ai pu accomplir pendant la conduite Uber. Wow. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous sommes presque à la fin de notre talk show d'aujourd'hui. Vous avez parlé de quelque chose de très important parce que qui dit business parle de fonds d'investissement. Comment est-ce que cela s'est passé avec vous? Vous avez créé Kosafi et même votre premier business sur vos fonds propres ou bien vous avez appliqué pour des grants, c'est-à-dire des demandes de subventions ou avez-vous demandé des prêts à la banque? Comment est-ce que ça s'est passé? Pour mon premier business, j'ai essayé de chercher les grants. Mais en ce moment, il y avait la récession parce qu'on a créé le business, le food truck, c'était en 2009. Yeah. Et avant ça, en 2008, il y avait la récession. Donc, les banques ne donnaient plus de prêts. C'était vraiment difficile d'avoir un grant. Les micro-banques ou tout était fermé en fait. Yeah. Donc, on a investi avec nos propres économies quand on faisait le premier business. On a cherché, mais parce que la récession, c'était en 2008 et nous, on a ouvert en 2009. Donc, on n'avait vraiment pas eu de chance dans ce département. Yeah. Quand j'ai créé Kosafi, honnêtement, je n'ai pas cherché de loan ou bien de grant. Parce que je me suis dit, ça ne va pas être un investissement large
que j'ai besoin pour commencer et je ne veux pas mettre Kosafi dans les dettes depuis le début. Mais parce que le Kosafi n'a pas débuté dans je ne paye pas de location pour Kosafi, je n'ai pas de, à part les petites dépenses mensuelles que je dois faire pour le site et consorts, je n'ai pas de grosses dépenses, on va dire, à effectuer par mois. Donc, chercher un loan ou bien un grant pour Kosafi au début, je pense que ce n'aurait pas été tout smart de ma part. Si c'est pour chercher un loan ou un grant de, c'est pas 3 000, 4 000, 5 000 $, je préférais attendre quand Kosafi va évoluer un petit peu plus et que j'aurai besoin d'un local avec les machines et consorts, c'est là que j'aurai besoin de grants ou bien de loans. Et je sais que tu aides beaucoup dans ce genre, donc j'aurai besoin de ton expertise pour ça parce que bientôt, Kosafi s'agrandit. Ça s'agrandit par la grâce de Dieu et j'aurai besoin de ton expertise par rapport aux loans, grants et tout ce qui s'ensuit. Absolument, absolument. Et ce sera en fait avec plaisir. J'ai posé la question parce que justement, depuis un certain temps, je suis en train de faire des recherches sur les options de financement ou de demande de subvention qui sont disponibles et pour les business en Afrique et les business aussi aux États-Unis, les business pour les femmes. Donc, ce sera vraiment avec plaisir et même pour nos précieux hommes et nos précieuses femmes de valeur qui nous suivent, je vais en fait prendre un peu de temps de finaliser mes recherches et je vous reviendrai avec une émission de business coaching dans ce sens. Finalement, nous sommes à la fin de notre talk show d'aujourd'hui, mais avant de partir, je voudrais demander à Madame So, quel est votre mot final pour les jeunes entrepreneurs ou ceux en voie de vouloir devenir des entrepreneurs? Bon, ce que je dirais, c'est que à ceux qui ont un boulot et qui veulent devenir entrepreneurs, on va dire, ouvrez votre entreprise, mais ne lâchez pas prise de ce que vous faites. C'est-à-dire, vous avez déjà un boulot, vous voulez ouvrir une entreprise, ne laissez pas votre boulot pour ouvrir l'entreprise. Restez, parce que vous aurez besoin de liquidité. Donc, restez dans ce que vous faites et ayez un pied dans ce que vous faites déjà, c'est-à-dire votre boulot actuel, et ayez un autre pied dans votre entreprise que vous créez et essayez de faire la transition petit à petit jusqu'à ce que vous voyez que vraiment votre entreprise peut se gérer d'elle-même sans que vous injectez de l'argent dedans. Et là, vous pouvez laisser votre boulot et focus sur votre entreprise. Parce qu'être entrepreneur, je vous dis, c'est vraiment pas facile. C'est pas parce que vous voyez les gens qui réussissent ou disent « Oh, cette personne-là a réussi, donc ça veut dire que je vais réussir. » C'est pas aussi facile qu'on le croit. Il faut vraiment avoir un plan. Il faut avoir une vision claire et définie. Il faut avoir un bon marketing. Il faut respecter les terrains. Il faut innover. Il faut toujours innover. Toujours innover. Il faut être aware comment on dit ça? De ta compétition. C'est-à-dire savoir qui sont tes compétiteurs. Le marché compétitif, yep. Il faut savoir qui sont tes compétiteurs. Il faut savoir qui sont tes clients. Il y a beaucoup de recherches à faire pour être entrepreneur. Et je dirais que même si vous ouvrez 10 entreprises et que ça ne marche pas, il vous suffit d'une seule entreprise pour que vous soyez propulsé, hein, honnêtement. Donc, vous pouvez essayer 10 fois, tomber, mais la 11e sera la bonne. Donc, vraiment, ne vous découragez pas.
persévérer et essayer aussi. Je voudrais aussi dire aux jeunes qui pensent que parce que eux, ils ont eu une idée, c'est seulement eux qui doivent gérer leur entreprise et que personne d'autre. Et ça, c'est une erreur de la part des jeunes d'aujourd'hui. Essayez de vous associer aux experts, c'est-à-dire, vous avez une idée, vous avez un projet, mais vous n'êtes pas expert en la matière. Essayez de vous associer à des gens qui sont experts, qui sont plus lancés dans le projet, qui sont plus, qui connaissent mieux que vous, en fait. Et vous aurez quelque chose de successful. Mais si vous dites, moi, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui veux faire, vous ne pouvez pas être le marketeur, le comptable, le financier, celui qui gère le web page, celui qui va faire la prospection des dossiers, la suivi. Vous ne pouvez pas être ces personnes en même temps. Donc, il faut savoir s'associer à des bonnes personnes et savoir déléguer, savoir écouter, prendre son temps et puis persévérer, ne jamais laisser prise. Absolument. Et je dirais aussi, ne perdez pas espoir. Ça ne veut pas, parce que vous n'avez pas réussi aujourd'hui, ne veut pas dire que vous avez tout perdu. Moi, j'ai investi, mon mari et moi, on avait investi en 2009 dans notre food truck. Ça n'a pas réussi, mais ça m'a permis de mieux travailler dans ce que je fais aujourd'hui. Bien vrai que ce n'est pas dans les mêmes domaines, mais c'est toujours une expérience qui m'a permis de savoir ce que je dois faire dans le futur. Donc, ayez confiance en vous, vraiment de votre idée et puis restez focus. Et à toi, Djeneba, je te dirais, je te remercie encore de m'avoir donné l'occasion de parler de mon parcours. J'en suis reconnaissante et j'espère que j'ai pu vraiment inspirer quelques jeunes à débuter ou à faire marcher leurs entreprises. Donc, je dirais merci, merci, merci. Non, le merci est vraiment à vous et ce n'est pas une histoire d'espérer. Je sais que le talk show, le business coaching d'aujourd'hui a vraiment édifié beaucoup et va édifier beaucoup qui verront la vidéo plus tard. Et j'avoue franchement que, comme vous l'avez dit, hein, rien ne se fait au hasard. Hein, rien ne se fait au hasard. Et vous avez votre expertise, j'ai la mienne, Madame Diakité, qui est en fait le point de connexion, aussi à son expertise. Et je me dis franchement que rencontrer des gens qui sont différents de vous, qui ont d'autres, comme vous l'avez dit, d'autres expériences, d'autres skills, d'autres expertises, et être en mesure de pouvoir se tourner justement vers ces expertises, lorsqu'on sait qu'on a un blocage, c'est cela le leadership effectivement. Le leadership de changement, être vraiment en mesure de se dire que, OK, je n'ai pas toute la connaissance. Tu peux juste avoir une idée, mais c'est différent d'avoir l'expertise. Et justement, en tant que leader, tu dois pouvoir te dire que, OK, si je n'ai pas ceci, je dois aller prendre ça ailleurs. Et pouvoir faire pour que je puisse me focaliser moi sur mon strength, en fait, qui est en fait mes points forts. Ça me permet en fait de me concentrer sur mes points forts pour gérer mes business et les points faibles maintenant, être ouvert d'esprit pour pouvoir se dire que, OK, j'ai besoin de la touche ou de l'apport des experts dans ce domaine-là. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci beaucoup, Madame So. Et je sais que ce ne sera pas notre dernière collaboration. Donc, j'attends aussi à mes épices parce que j'aurais bien voulu pouvoir montrer ce matin une recette que j'aurais faite moi-même avec les épices. Mais malheureusement, comme Madame So l'a dit, elle est dans l'attente de certains ingrédients. Donc, nous sommes dans la prière parce que je pense que dans bientôt 2 mois, nous rentrons dans la saison des fêtes ici aux États-Unis avec le vin et tout. Et je sais que c'est vraiment de boost pour votre business. Donc, je prie que d'ici là, vous serez vraiment prête pour passer, en fait, honorer les commandes qui viendront.
Donc, merci. Merci beaucoup encore une fois de plus. Et merci aussi à nos précieux hommes de valeur et nos précieuses femmes de valeur qui nous ont suivis ce matin. Pour contacter Madame So, vous pouvez avoir ces informations tout en haut de la vidéo où je laisserai son nom, son contact, tous les services en parallèle qu'elle offre. Rappelez-vous, elle l'a bien dit au début, elle est nutritionniste, elle est coach consultante en restauration. Elle fait aussi les masterclass de cuisine. Et au passage, ces masterclass de cuisine, c'est en ligne ou bien il faut être sur place? Avec le confinement, ça a un petit peu changé. Je compte le faire en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ailleurs, par exemple au Canada et en France, qui me demandent de faire ça depuis très, très, très longtemps. Bien avant même que j'ouvre Cosafi, on me demande, mets tes cuisines sur YouTube, fais quelque chose. Donc, c'est en ligne. Donc, si vous avez un petit groupe, par exemple, et que vous voulez faire une recette, ou bien si vous voulez que ça soit seulement vous, une personne individuelle, donc je peux faire ça aussi. Donc, soit en groupe, soit en one-on-one. Donc, ça sera un plaisir. Awesome, awesome. Donc, au risque de me répéter, les informations de Madame So sont en dessus de la vidéo et vous pouvez la contacter justement pour tous vos besoins en coach, en consultation de restaurant, en matière de nutrition, en matière de services traiteurs aussi, si vous n'avez pas le temps de faire la cuisine. Et voilà. Donc, j'espère sincèrement que vous avez été édifiés ce matin. Et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois, je vous dis, passez un très bon après-midi et merci de nous avoir, d'être restés avec nous. Merci encore, Madame, pour votre présence. Merci beaucoup.